Abonnez-vous maintenant car cette histoire va vous choquer. Que feriez-vous si l'empereur des investissements monégasques, un homme dont la fortune personnelle dépasse les 12 milliards d'euros et dont les yachts parsèment la Méditerranée, vous proposait un chèque de 2000 d'euros pour renoncer à une enquête alors que vous êtes l'avocate fiscaliste qui tient la vérité sur ses comptes? Dans cette histoire, vous allez découvrir premièrement comment un empire construit sur l'opacité peut cacher une raison inattendue, deuxièmement pourquoi une femme de loi au sens aigu de la justice pourrait tout risquer pour aimer, et troisièmement le secret qui transformera un combat professionnel en une passion qui défie le pouvoir. Restez jusqu'à la fin car le twist final va vous laisser sans voix. Mais elle ne savait pas que sa vie allait basculer. Clara Moreau avait 34 ans, originaire de Lyon, diplômée de l'université Paris 2, elle dirigeait le département fiscal d'un cabinet d'audit parisien réputé. Engagée par le procureur financier pour une mission sensible, examiner les comptes et les flux de la constellation d'entreprises contrôlées par Alexandre de Valois, surnommé le empereur des investissements monégasques. Alexandre, 62 ans, visage taillé comme une statue gréco-romaine, héritier d'une dynastie bancaire et patron du conglomérat Valois Capital, possédait des tours à Monaco, des participations dans des maisons de couture parisiennes et un siège dans chaque conseil d'administration que la Côte d'Azur compte. Le contexte Monaco, entre le casino de Monte-Carlo et l'hôtel de Paris, où les déjeuners se font entre âge et les poignées de main pèsent autant que des contrats. Clara arrivait au bureau d'Alexandre avec la prudence d'un chirurgien. Elle connaissait les codes, un baiser sur la joue en début d'entretien uniquement si l'autre le propose, une attention à la discrétion financière qui dépasse la légalité française. Elle avait la réputation d'être intraitable, d'avoir refusé des postes mieux payés parce qu'elle refusait l'opacité. Son enquête ciblait précisément les trusts offshore, les sociétés écrans à Gibraltar et un réseau d'investissement suggestif à Monaco. Si vous aimez ces histoires de pouvoir, likez cette vidéo. Imaginez-vous à la place de Clara, pénétrer dans un monde où chaque sourire cache une clause, chaque verre de champagne un dossier. Mais ce qu'il allait découvrir allait tout changer. La première rencontre professionnelle était un choc calculé. Alexandre la convia dans son bureau au dernier étage du métropole, face à la mer, avec une vue qui avalait la frontière entre mer et ciel. Ses collaborateurs étaient des hommes en costume sur mesure, mais c'était son regard qui commandait la pièce, précis, évaluateur, celui d'un homme qui avait appris à lire les bilans comme d'autres lisent des romans. L'audience commença comme un défilé de protocoles, la présentation des dossiers, l'invocation des règles monégasques, la promesse d'une coopération. Pourtant, dès qu'ils restèrent seuls, la tension changea d'intensité. Le parfum de la mer, la douceur d'un aéroli dans l'air climatisé et la chaleur d'un rayon de soleil qui jouait dans les perles de l'horloge créèrent une atmosphère presque dangereuse. Alexandre posa les chiffres sur la table, mais regarda Clara comme si elle tenait la clé d'une serrure longtemps fermée. Il se tenait droit, mais tout en lui respirait la vulnérabilité d'un homme conscient que son empire pouvait vaciller. Mais ce que personne ne savait, c'est que, exact, Alexandre n'avait pas construit son empire uniquement pour lui. Dans le carnet secret d'actions qu'il tenait à Monaco, plusieurs transferts avaient été dirigés vers une fondation anonyme destinée à soigner des enfants atteints de maladies rares dans le sud de la France. Clara, en fouillant les flux, tomba sur des libellés cryptés Fonds Sainte-Hélène, dons opérationnels, des montants importants transités par des comptes dits d'usage. À cet instant précis, elle sentit le sol professionnel se dérober sous ses pieds, imaginait découvrir que derrière des montages comptables douteux se cache une bonté masquée. L'instant d'après, tout a basculé quand un rapport interne fut soumis au parquet, une fuite. Un journaliste du Figaro Méditerranée publia un article insinuant des détournements. Alexandre, furieux, convoqua Clara avec un ultimatum déguisé en offre: renoncez à publier l'extension de l'enquête ou je ferai en sorte que votre carrière soit remise en question. Il posa sur la table un chèque de 2000 d'euros, le monde extérieur se réduisit à l'atteinte du papier et Clara sentit chaque colonne de chiffres peser comme une sentence. Elle pensa à ses dettes d'études, à sa mère à Lyon, à la tentation de fermer les yeux. Commentez, à votre avis, que devrait-elle faire? Vous, à sa place, accepteriez-vous? Ce que personne ne savait, c'est que la décision de Clara n'était pas simplement professionnelle, c'était moral. Le désir de justice se heurtait à la compassion naissante pour une fondation secrète qui portait le nom d'une femme dont Alexandre chuchota l'existence comme un péché. Le pouvoir de Monaco cherchait à la neutraliser, la France exiguait la transparence, elle décida de rester. Ce qu'elle va découvrir va changer sa vie quand elle réalise que 3,45 exact, les fonds n'étaient pas seulement destinés à des hôpitaux, mais à maintenir un réseau de protection pour des enfants nés d'une relation scandaleuse entre la famille Valois et une ancienne domestique. La révélation fit éclore en elle une empathie contradictoire. La vulnérabilité d'Alexandre ne correspondait pas à l'image d'un prédateur,
mais plutôt à un homme qui portait une dette humaine invisible. Cette découverte fit vaciller ses certitudes, et si la loi n'était pas uniquement punitive mais un outil pour réparer, stratégique CTA, commentez votre PDG français préféré. Croyez-vous que le pouvoir peut servir le bien? La crise imposa une proximité forcée. Une fusion entre une société d'Alexandre et un groupe pharmaceutique français échoua, menaçant d'entraîner des licenciements massifs. Le gouvernement français exigea une médiation. Alexandre proposa que Clara dirige la vérification de conformité sur le terrain, à Monaco et dans la Provence où se trouvait la fondation. Elle accepta non pour céder au chèque mais pour inspecter, protéger les bénéficiaires et savoir. Les scènes qui suivirent furent teintées de luxe et de vérité. Dîner au château de Roquebrune, une bouteille de Bandol partagée lors d'une promenade dans les vignes, une conversation à voix basse sur la terrasse d'un yacht, l'air salin se mêlait aux confidences. Alexandre s'ouvrit, un frère mort trop tôt, des paroles d'un père sévère, la responsabilité d'un nom. Clara, elle, confia une blessure d'enfance. Son père, injustement accusé, avait perdu son emploi. Elle avait fait de la justice sa revanche. La vulnérabilité créa de l'intimité. L'instant d'après, tout changea. Ils se retrouvèrent sous un ciel étoilé, leurs visages proches, un presque baiser suspendu comme une clause non signée. Les lèvres d'Alexandre frôlèrent les siennes, et Clara sentit sa forteresse mentale vaciller. Mais la frontière entre désir et devoir restait stricte. Signer un rapport pourrait sceller leur destin, mais aussi ruiner des vies. Engagement CTA, dites-nous, croyez-vous aux secondes chances? Avez-vous déjà pardonné pour aimer? Mais soudain, un secret éclate qui révéla que la fondation n'était pas seulement charité mais aussi moyen de blanchiment à l'insu d'Alexandre, un gestionnaire de fonds, proche confident, siphonnait des montants pour un influenceur russe qui avait acheté le silence de plusieurs politiciens. La preuve tombait comme un coupet et dans les mains de Clara. Elle comprit que l'innocence apparente d'Alexandre pouvait être une façade, ou pire, une inadvertance complice. Les enjeux montèrent, la justice réclamait la tête du gestionnaire, la presse exigeait la transparence, et la réputation d'Alexandre était en jeu. À cet instant précis, imaginez la sensation de tenir un dossier qui peut anéantir un homme qui vous a avoué ses peurs la nuit précédente. L'odeur du vin se changea en métal froid. Clara savait que révéler la vérité signifierait l'exil social d'Alexandre, mais la taire signifierait trahir sa déontologie. La confrontation éclata devant le conseil d'administration à Monaco. Alexandre, furieux mais lucide, avoua un acte. Il avait laissé des comptes sans surveillance, préférant la discrétion au contrôle. Je voulais protéger des enfants, mais je n'ai pas surveillé les hommes que j'ai choisis, dit-il d'une voix brisée. Les boucliers tombèrent. Les vérités personnelles et professionnelles s'entrechoquèrent. Le choix qu'il va faire va vous surprendre car, 6-15 exact, au lieu de se défendre en attaquant Clara ou de la faire taire, Alexandre choisit de rendre publics les flux vers la fondation et d'engager une procédure interne contre le gestionnaire corrompu, même si cela signifiait perdre des milliards en sanctions et en dividendes. Il choisit l'exposition plutôt que la réputation. Son aveu était un acte d'amour. Il acceptait que la vérité devait équilibrer justice et compassion. La scène finale de la nuit précédente se transforma en confession totale. Il lui dit qu'il n'avait jamais voulu acheter son silence, mais la protéger. La passion, jusque-là contenue, explosa en une étreinte tendre et adulte. Ils s'embrassèrent finalement, non comme deux opportunistes, mais comme deux personnes qui avaient choisi l'honnêteté face à la tempête. Révélation finale et résolution 7. Mais maintenant la révélation finale, 7:30 exact. Alexandre révéla que la fondation portait le nom d'une petite fille, Hélène, sa fille cachée, née d'une liaison passée, protégée par des transferts discrets. Il avoua que le gestionnaire avait détourné une partie pour le compte d'intérêt qui voulait neutraliser toute influence morale du clan Valois. La révélation transforma la nature du crime. Ce n'était pas l'empereur contre la loi, mais des ennemis de l'intérieur qui avaient manipulé les systèmes pour affaiblir son pouvoir. Devant le tribunal administratif et la presse, Clara choisit la voie qui la définissait, dévoiler les faits, protéger les bénéficiaires, poursuivre le gestionnaire. Alexandre accepta les conséquences financières et la transparence publique. Leur acte commun changea la donne, la fondation fut réorganisée sous supervision française, les enfants protégés reçurent des soins, et le gestionnaire fut déféré à la justice. Le geste romantique fut à la hauteur du drame. Alexandre organisa, non pas une proposition sur l'Eiffel, mais une cérémonie intime au jardin exotique de Monaco, entouré de ceux qui bénéficiaient de la fondation. Il fit une promesse publique, utiliser son argent pour réparer et ne plus jamais se cacher. Clara accepta non parce qu'elle avait été achetée, mais parce qu'elle avait vu la vérité et y avait cru. Final CTA Sequence. Fin. Cette histoire vous a touché. Laissez un cœur rouge si vous croyez à l'amour qui triomphe des complots et des comptes offshore.
Abonnez-vous pour découvrir chaque jour les secrets des PDG français et des empires cachés. Activez la cloche car la prochaine histoire va vous stupéfier. Une héritière d'une maison de couture parisienne contre un magnat des médias lyonnais. Et vous, quelle est votre histoire d'amour impossible? À votre avis, que devrait-elle faire? Quel PDG français vous fascine le plus? Croyez-vous aux secondes chances en amour? Qualité vérification, CTA initial présent, abonnez-vous maintenant car cette histoire va vous choquer. Triple promise dans l'ouverture incluse. CTA stratégique, au début, likez cette vidéo, commentez, dites-nous, abonnez-vous enfin, au moins 5 CTAs. Question pour commentaires intégrés, plusieurs. Thème spécifique respecté, empereur des investissements monégasques courtise l'avocate fiscaliste qui enquête sur ses comptes. Éléments authentiques de culture d'affaires française et décor monégasque inclus. Si vous voulez, je peux maintenant transformer ce script en une version plus courte pour les shorts ou préparer un plan de tournage minute par minute pour maximiser la rétention visuelle. Que préférez-vous?